20 millions aujourd'hui. On n'est que 12, donc il n'y a pas eu la démographie qui était constatable à l'époque. Et donc il y a eu aussi ce recalage en cours de route qui a été un peu violent quand même pour les villes nouvelles. Voilà, maintenant, moi qui ai habité, que dire, c'est quand même une ville de province, hein, où on s'ennuie un petit peu le week-end, et comme c'est pas loin de Paris, on vient quand même s'ennuyer à Paris le week-end, et puis bon voilà, mais elle s'améliore, hein, la ville d'Ivry est quand même en pleine croissance aujourd'hui. Bonjour, j'avais une question par rapport aux villes en décroissance, Détroit par exemple. Alors bon, c'est pas Vancouver, mais est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Et puis sinon, pour rebondir sur la note de la ceinture verte londonienne, la ceinture verte parisienne, qui est devenue le périph', a été traversée. Oui, d'accord, elle était beaucoup plus rapprochée. Mais il y a toujours une ceinture verte quand même parisienne avec les forêts. Toutes les forêts qui entourent Paris, c'est pas une ceinture, on la voit pas bien mentalement, mais il y a quand même la banlieue de Paris reste assez verte, malgré tout. Alors sur la décroissance urbaine, j'avoue que j'ai pas d'analyse précise hein, sur le cas que vous citez, j'ai plutôt celle du Japon. Bon, bah, j'en sais rien. Il y a toujours eu des villes qui ont décliné et d'autres qui ont prospéré. Il y a même beaucoup de villes qui ont totalement disparu. Y compris la première, Ur, qui a on la cherche toujours. On cherche toujours les vestiges d'Ur, qui était la première ville connue dans la Mésopotamie. Donc voilà, il y a des villes qui disparaissent dans le temps. Je ne sais pas exactement l'histoire de Détroit, elle doit être liée à l'industrie automobile ou des choses comme ça. Les villes monofonctionnelles ont évidemment plus de mal à digérer des chocs économiques ou des chocs de risque naturel. En fait, je cite cet exemple parce que ça se traduit par une stratégie de redensification. Donc, par exemple, les quartiers qui sont beaucoup trop peu denses, des stratégies volontaristes de déménager plus en centre-ville, dans des régions plus denses, sont proposées, parce que la desserte, tout ça, les déchets, tout ça, ça fait juste Ah ben, les États-Unis se posent beaucoup de questions quand même, hein, parce que la première image qu'on a vue de Las Vegas, ça paraît surprenant, mais c'est partout. Quand on sort de Manhattan à New York, on est dans des densités de 0,4, dans leur densité brute. Donc on est largement en dessous du pavillonnaire classique du fin fond de la région parisienne. Donc ça engendre effectivement des coûts comme ceux qu'on a vus aujourd'hui, sauf qu'ils sont multipliés par 10, des coûts financiers qu'on ne sait pas gérer dans le futur. Donc on renonce, je pense, aux États-Unis aujourd'hui, et en tout cas le fait que la déclaration dont je vous parlais ait lieu à Vancouver, qui est quand même pas loin, est révélateur d'un sentiment nord-américain qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut peut-être changer de modèle. Sur cette question de densité, donc on voit que les motifs différents des individus ou des ménages pour chercher les banlieues sont multiples ou diverses selon la situation économique ou tout simplement par envie. On voit aussi que la tendance inverse pour retrouver les centres-villes, ça aussi, ça se distingue selon les individus et selon les différents aspects de la situation de ces individus. Il y a des phénomènes purement économiques, même là-dedans. Il y a aussi effectivement, comme vous avez indiqué, sécurité, etc., services, proximité des services, etc. Donc, on peut observer que l'envie de banlieue, même lointain, c'est lié à des segments de vie ou de segments de famille. Donc, l'envie de retrouver les grandes villes, finalement, que ce soit à sa périphérie ou dans son centre, finalement, ça intéresse tout le monde. Les villes se sont formées toujours dans l'histoire d'une manière naturelle, donc tout le monde a cherché une densité, entre guillemets, absolue par rapport à tout espace disponible. Donc les villes se sont formées, on n'a pas obligé les populations de se concentrer dans les villes. Donc les approches qui sont aujourd'hui, et excusez-moi de
de classer d'une manière globale votre démarche aussi dans cette tendance est administrative et d'une manière, peut-être, j'exagère et exprès, pour simplifier, c'est contraindre pour la densité des gens. Or, il me semble que cette tendance existe toujours. Donc, chercher les leviers naturels qui permettent à la population, aux populations au pluriel, de garder cette densité, retrouver cette densité. Votre photo même extrêmement révélateur là-dessus, qui contredit à mon avis un petit peu la thèse générale qu'on dit sur les banlieues. Vous avez projeté des images superbes où on voit des maisons individuelles l'une sur l'autre, vraiment littéralement. Donc on voit que cette envie d'espace, c'est un espace extrêmement congru sur 10, 15, 30 mètres carrés. Oui. Est-ce qu'on est incapable d'assurer ces espaces qui sont besoins pour certaines familles, pour certains individus, au sein, pas forcément au milieu de Manhattan, mais dans un périmètre beaucoup plus restreint? J'ai l'impression que oui, on a les possibilités. Juste pour indiquer la tendance ou cet aspect de recherche, si on doit classer d'une manière aussi discriminatoire cette pratique qui pourrait exister, pourrait se développer d'une manière naturelle, c'est que dans nos... et je place tout d'un coup cette recherche de l'échelle de l'urbanisme à une échelle architecturale, tout bêtement. On n'a jamais eu une incitation ou une demande aux architectes et aux différents programmes d'inscrire dans le programme des constructions, par exemple, d'assurer 20 mètres carrés de terrasse pour chaque logement. Oui. Là où ça existe, ce sont des logements arrachés à prix d'or même, parce que pour beaucoup, pendant leur vie, ça suffit amplement. Et je ne veux pas citer des cas individuels où je vois en fin fond Normandie des gens qui ne sont pas des sexagénaires, mais qui ont, à l'âge de entre 40 et 50 ans, ou en arrivant aux cinquantaines, ils ont vendu la ferme à l'époque achetée pour retaper et pour faire un extraordinaire demeure, parce qu'ils en ont marre pour s'occuper tout le temps des haies et de la pelouse, etc. etc. Donc, où ces gens-là ont littéralement exprimé leur envie de ne voir que du béton, où il ne faut pas tout le temps s'en occuper. Donc, ça existe un peu partout, donc je dirais que effectivement, on a perdu une certaine continuité, on a fragmenté toute l'industrie de l'urbanisation, oui, comme ces exemples montrent aussi que quand on a voulu faire des logements, on a fait des logements des milliers dans le même moule, et c'est ça qui est détestable pour beaucoup aujourd'hui. Donc on a ignoré, on a vraiment déchiré artificiellement, industriellement, institutionnellement, cette richesse qui se crée normalement par elle-même. Donc on a intervenu d'une manière très maladroite. Oui. Et donc, pour retrouver la densité, à mon avis, c'est toujours très très facile, mais on ne prend pas les leviers adéquats. On les prend quand même de plus en plus. Aujourd'hui, dans la grande aventure des écoquartiers, on va fleurir un peu partout, on a véritablement cette approche de partir de l'individu pour savoir ce qu'il souhaite. En fin de compte, c'est vrai que ça paraît idiot, mais on en est réduit à redérouler la pelote depuis le début. Et l'image que je montrais tout à l'heure sur la cité n'était pas du tout pour la publicité, mais plutôt pour ponctuer
on a quand même mis 40 ans à se persuader que c'était un échec. Et le fait qu'on en soit persuadé, c'est très récent. Voilà. Donc c'est quand même une part importante de notre histoire. L'évacuer, ça n'a pas été facile. Bon, maintenant on passe à autre chose, et je pense que effectivement c'est tout ce que vous dites. Le fait que les gens se sentent bien dans un milieu dense, déjà ça existe, et quand ça existe, c'est pour toutes les raisons que vous citez. Il est déjà 20h15 passé, donc on va prendre une dernière question que j'espère courte, et on arrêtera là. Merci. Je voulais prendre le cas de la région parisienne là, que vous citiez, 20 km au sud de Paris. Et en supposant que vous fassiez une étude de ce type, enfin que votre homologue ait fait une étude un jour sur cette banlieue sud parisienne, comme vous le faites sur La Réunion, est-ce qu'on peut aller suffisamment dans le détail, du genre jusqu'à l'aménagement de la parcelle de terrain? C'est-à-dire, on dit, bon, on va définir peut-être des parcelles moyennes avec un coefficient d'occupation de x, y, z. Mais je vois par exemple dans la banlieue sud, où il y a des communes qui maintenant mettent en application des PLU, hein, il y en a pas loin de chez vous, Évry, on passe de 0,3 à 0,5, bon, ok, hein, puisqu'on densifie, ok. Par contre, je me disais, mais j'ai lu ce qui va avec le règlement d'occupation de ces lopins, et quand je lis ça, je trouve des choses bizarres. Je me dis, mais est-ce qu'on a intégré, j'ai pas l'impression qu'on a intégré des besoins nouveaux. On nous demande d'isoler les maisons, ok, ça m'a l'air difficile de prévoir. Il y a des gens qui mettent des panneaux solaires sur les toits, mais on ne s'assure pas que l'arbre de voisin va pas en grandissant, etc. Si on augmente la densité, je prends des exemples, hein, je ne vais pas mettre de trop, on augmente la densité des maisons, mais actuellement dans la banlieue parisienne, on demande aux gens de stocker sur leur terrain les eaux de pluie, on ne peut plus les envoyer à l'extérieur. Donc s'il n'y a plus de terrain, toute l'eau qui est descendue. Bon, ok. Et je prenais un exemple, c'est votre première photo sur votre slide, où on voit les maisons de tous les pavillons de Las Vegas. Quand on regarde la banlieue sud parisienne, il y a une disposition différente des pavillons. Oui. Les pavillons ne sont pas mis au milieu, comme à Las Vegas, ils sont mis sur un bord. Et quand j'ai regardé le plan d'aménagement, je m'aperçois qu'avant on pouvait accoler de pavillons, maintenant c'est interdit. Alors je me dis, tiens, est-ce que c'est des critères sécuritaires? Est-ce que c'est des critères de je sais pas quoi? Je comprends pas. Et donc, comment ce genre d'aménagement de lopin se décide? C'est à la fin, en finale, au début Bon, ben alors là, il y a toutes les écoles. Hein. Non, mais c'est vrai que les élus, hein, donc pour le coup, ne sont pas des techniciens de l'ensemble, et je pense qu'il n'y a pas de techniciens tout court de l'ensemble des enjeux de la ville, hein, sinon ça se saurait. Donc c'est un travail long, itératif, de discussion, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le fait qu'aucune ville n'a été dessinée pour la configuration qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'on est toujours dans la gestion de l'inconnu. Donc l'idée aujourd'hui, dans tous ces nouveaux aménagements, c'est de laisser la place à l'inconnu pour que l'inconnu valorise l'idée qu'on avait au départ. Et ça, par rapport à toute la pratique de l'urbanisme depuis même peut-être des siècles, hein, c'est nouveau. Voilà. Et traduire en plus cette complexité, alors on appelle ça la sérendipité, cette sérendipité en règlement, là pour le coup c'est très nouveau, et c'est même tellement nouveau que les décrets qui essayent d'instituer cette posture dans les règlements d'urbanisme sont liés au Grenelle 2, qui vient juste d'être légiféré mais pas décrété. Donc on est en plein dans ce changement intellectuel de perception des enjeux. Et pour reboucler avec le thème général de la soirée, l'interrogation principale, c'est est-ce qu'on va arriver à aller suffisamment vite pour proposer un nouveau modèle avec la poussée donc des nouveaux urbains qu'on a tous les jours à gérer. Bien, ben merci. Merci beaucoup.